Has Been Hotel est l'un des dessins animés indépendants les plus populaires de tous les temps. Juste derrière Digital Circus, qui même si on ne peut pas le prouver, n'aurait probablement jamais existé sans Has Been Hotel. Pourquoi? Parce que Has Been Hotel a été le premier dessin animé de l'histoire à poster son premier épisode directement sur internet. Aujourd'hui, c'est le contenu le plus regardé sur Amazon Prime. Has Been Hotel a vraiment marqué internet à jamais. Mais alors, quelle est sa véritable histoire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, car je vais vous raconter toute l'histoire de Has Been Hotel, du début jusqu'à la fin. Je vais pas trop parler du pilote dans cette vidéo, car il n'est pas pris dans l'histoire principale. Mais je veux quand même en parler, parce que déjà premièrement, il y a des scènes vraiment intéressantes, et c'est grâce à ce pilote que la série a créé sa réputation légendaire, et que la série a pu devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais en gros, ce qui est important à retenir du pilote, c'est que lorsque Charlie a ouvert son hôtel, Alastor s'est tout de suite présenté à son hôtel en tant qu'aide. C'est même lui qui a choisi le nom Has Been Hotel. De base, ça s'appelait Happy Hotel, donc on peut le remercier pour ça. On a aussi les introductions des personnages principaux de la série, tels que Charlie, qui est une fille très gentille et attentionnée, qui a comme but de réhabiliter les pêcheurs pour racheter leurs âmes. On a aussi Vaggie, sa copine. Elle est intelligente et puissante. Elle soutient constamment Charlie et son rêve. Et on a également Angel Dust. C'est un acteur de film X et il est vraiment très connu en enfer. Mais pas pour les bonnes raisons. Pour finir, on a une autre célébrité des enfers, un seigneur suprême, se nommant Alastor, étant le démon de la radio, qui a décidé de venir aider Charlie pour des raisons encore inconnues. La présentation des personnages maintenant finie, notre aventure commence il y a très longtemps. Les anges vivaient en harmonie et protégeaient l'humanité. Le plus puissant d'entre eux était Lucifer, et il était le plus créatif et le plus beau d'entre eux. À partir de la poussière, ces êtres célestes ont créé Adam et Lilith, sauf que Adam voulait tout contrôler. Mais Lilith n'était pas de cet avis. Elle s'est donc effacée de Adam, et c'est là qu'elle a fini par retrouver Lucifer, et que ensemble, ils sont tombés amoureux. Lucifer et Lilith ont donné la pomme de la connaissance à Ève, la nouvelle femme d'Adam, qui dans cette histoire représente la pomme d'Adam, sauf que dans cette histoire, il ne l'a jamais mangée. Donc on peut pas vraiment l'appeler la pomme d'Adam, mais vous avez compris, ça revient au même. Donc c'est à partir de ce moment-là que les humains ont pu choisir leur destinée. Mais c'est aussi à ce moment-là que les premiers péchés ont eu lieu. Et c'est ce qui a permis à l'humanité de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Sauf que Lucifer, avec cet affront qu'il avait fait au paradis, avait été banni en enfer, lui empêchant de voir la bonté des hommes et de seulement voir leur cruauté. Par honte, Lucifer perd son envie de faire quoi que ce soit et tombe dans une grosse dépression. Donc Lilith devient un peu la reine des enfers et arrive à rassembler tous les pécheurs pour empêcher qu'il y ait une trop grosse révolution. Adam et une partie des anges ont créé l'extermination qui a lieu chaque année. Après ce moment dans le passé, on est enfin dans le présent de la série, où Alastor nous présente vite fait l'hôtel, et il décrit l'hôtel comme le meilleur endroit pour passer son temps, parce que lui, il va pas parler de la rédemption, et du coup la pub est pas très utile pour l'hôtel. Et ça, Vaggie lui dit clairement. À chier. L'expression qui convient, c'est à chier. Alastor lui dit qu'il a pas vraiment essayé de faire une pub, parce qu'il a dû utiliser des appareils technologiques qui sont des choses qu'il déteste. Pendant qu'il parle, Charlie reçoit un appel de son père, lui disant qu'il a réussi à avoir un rendez-vous avec les dirigeants du paradis, qui est Adam. Sauf qu'en fait ce gars, c'est un gars super chiant. Et du coup, ça se passe très mal avec Charlie. Il lui dit carrément qu'il a avancé l'extermination de 6 mois et qu'ils vont bientôt revenir pour se débarrasser des habitants en enfer. De retour chez elle, elle se rend compte que Vaggie avait enfin réussi à convaincre Alastor de faire une bonne publicité à l'hôtel. Sauf qu'en contrepartie, elle ne devait plus jamais lui donner d'appareils technologiques. Et ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas conclu de pacte. C'est juste un accord comme ça. Donc l'épisode se finit malheureusement avec l'extermination qui va être raccourcie. Mais au moins maintenant, l'hôtel a une bonne pub. Mais aussi on apprend que un des anges qui a été tué a été la première mort angélique. Juste après ça, on nous introduit les V's, qui sont un groupe de seigneurs suprêmes, composé de 3 membres. Velvet, qui est la démone des réseaux sociaux, qui s'occupe du style du groupe et de la société. Le second membre est Valentino, le propriétaire des studios pornographiques en enfer, et c'est par la même occasion le patron d'Angel Dust. Il porte un intérêt romantique pour une personne qui se trouve être celui à la tête des V's, et celui dont la société porte son nom, Vox, le démon de la vidéo. Pour ceux qui n'avaient pas compris, leur société s'appelle Voxtech, et dès le premier épisode où les V's sont introduits, Valentino pète un câble, parce qu'Angel Dust ne séjourne plus chez eux, mais à l'hôtel Has Been. Velvet demande à Vox d'aller le calmer, parce qu'il casse la tête. Il fait d'abord sa pub, puis il va voir Valentino. Il arrive à le calmer, en lui disant que même si Angel ne séjourne plus avec eux, il n'ira pas bien loin, vu qu'il est sous contrat, et qu'en enfer, on ne peut pas briser un contrat. Val se calme, mais finit par parler vite fait de l'hôtel à Vox. Il y mentionne que Alastor s'y trouve. Le démon de la radio y est aussi. Qu'est-ce que
tu viens de dire? Et c'est là que Vox prévient Alastor qu'il aurait dû rester caché, comme il l'avait fait ces 7 dernières années. Mais on voit bien que Alastor, malgré ses années d'absence, le surpasse en tout point. À cause de ça, Vox n'a pas réussi à intimider Alastor. Il a donc besoin d'un espion pour s'infiltrer dans l'hôtel. Et pour ça, il a besoin de quelqu'un qui a besoin d'attention, qui serait parfait pour ce rôle. Cette personne, c'est Sir Pentious, un serpent inventeur. Pentious se présente à l'hôtel, prétextant qu'il souhaite racheter son âme. Il fait beaucoup d'exercices pour prouver sa bonté, et il y arrive plutôt bien. Ça se trouve, il a peut-être une possibilité à une rédemption. Bref, tout ça c'était du mytho, parce qu'au final, pendant la nuit, il était en train de placer des caméras dans l'hôtel. Angel l'attrape la main dans le sac, et c'est là qu'il demande à Vox de le sortir de ce bourbier. Sauf que Vox trouve que c'est abusé d'être aussi incompétent, et il le laisse se débrouiller tout seul. Pentious est coincé, et ne sait plus quoi faire. Le groupe veut se débarrasser de lui, mais Charlie propose qu'il n'a qu'à demander pardon, et de promettre de vraiment essayer. Alastor va à une réunion d'Overlord, où Velvet était la seule vise présente. Elle partage à tout le monde qu'un ange avait été tué, et qu'il serait temps de se rebeller contre les anges, maintenant que leur mortalité a été prouvée. L'arrogance de Velvet met Carmilla en colère, mais en réalité, c'est parce que c'est elle qui a tué l'ange, mais elle ne veut que personne ne le sache, pour qu'une guerre entre le paradis et l'enfer n'éclate pas. Durant ce temps-là, on apprend qu'Angel Dust est enfermé dans un marché avec Valentino, ce qui le déprime. Mais il n'est pas seul, car Husk aussi est coincé dans le marché conclu avec Alastor. On apprend que lui aussi était un Overlord avant de perdre son pouvoir à cause d'une partie de poker qu'il a perdu contre Alastor. Ils se disent ça devant un bar où Angel Dust s'était réfugié après une journée horrible causée par Valentino. Mais c'est grâce à leur tourment que Husk et Angel se sont trouvés des points communs et se sont rapprochés. Après cela, Charlie a besoin d'aide pour avoir un rendez-vous avec les chefs du paradis, mais pas avec Adam cette fois-ci. Et quelle est la meilleure personne que le Seigneur des Enfers en personne, qui par la même occasion est son père, Lucifer. Et pour le Seigneur des Enfers, c'est vraiment un bon gars. Après avoir reçu l'appel de Charlie, lui demandant son aide, il arriva à l'hôtel et fut excité de rencontrer tout le monde, hormis pour Alastor, où la rivalité entre les deux est palpable. Mais elle fut interrompue lorsque Mimsy apparut et demanda à loger dans l'hôtel pour se racheter. En réalité, elle est là pour être protégée par la puissance d'Alastor. Pendant qu'elle profite de l'hôtel, elle explique au bar que si Alastor a réussi à devenir aussi puissant, c'est grâce au fait qu'il avait déjà une puissance démesurée à son arrivée et qu'il en a profité pour prendre les pouvoirs des autres Overlords et gagner l'âme d'une multitude d'entre eux, dont certains lui servent d'esclaves, comme Husk et Nifty. Mais pour ceux dont le sort n'était pas aussi favorable, ils ont eu leurs cris diffusés sur la radio pour l'éternité. Mais bref, assez parlé d'Alastor, retournons à l'histoire de Charlie qui tente de convaincre son père que son plan n'est pas vain et qu'elle aurait besoin de rendez-vous avec les hauts placés du paradis. Mais Lucifer refuse et il dit que de toute façon, les pêcheurs n'ont aucune volonté de se racheter. Et il le montre avec Mimsy qui avait détruit la moitié de l'hôtel à cause des malfrats qui étaient venus lui régler son compte, jusqu'à ce que Alastor lui règle ses problèmes pour sauver l'hôtel. Charlie explique à son père qu'un simple pêcheur est beaucoup plus encourageant que son propre père. Et Lucifer s'explique en disant que le paradis ne va pas l'écouter et qu'il ne souhaite pas qu'elle finisse comme lui. Mais il finit par céder et lui laisse une chance d'avoir son rendez-vous au paradis. Voilà maintenant au paradis avec Charlie et Vaggie qui sont accueillis par Séraphim et Emily qui sont les anges les plus haut placés du paradis. Pendant leur visite, on croise Adam et Luth sans son masque. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend que l'extermination est l'idée d'Adam, que seul lui, ses soldats et Séraphim sont au courant au paradis. Séra pense faire cela dans le but de protéger le paradis. Après ça, Charlie se retrouve dans une sorte de procès pour essayer de prouver que son hôtel permet la rédemption en montrant que Angel Dust est une âme pure. On retourne donc en enfer avec Angel Dust et la bande. Et on peut remarquer que malgré quelques erreurs, il essaye vraiment de devenir une bonne personne. Mais pendant qu'il passe sa soirée tranquille, il remarque que Valentino était aussi présent. Mais cette fois-ci, Angel Dust ne se laisse pas faire et lui tient tête parce que son contrat avec lui est limité au studio. Mais même avec cette contrainte, Val non plus ne s'est pas laissé faire et il lui rappelle qui avait le pouvoir. Après ce passage de sa soirée, cela prouve qu'Angel Dust est une âme rachetable et que ce n'est pas une cause perdue. Emily est convaincue du plan de Charlie, mais Séra n'est pas du même avis, ce qui énerve Emily. Cet énervement sera alimenté par la révélation de l'extermination de la bouche d'Adam, ce qui entraîne une alliance entre Charlie et Emily qui confronte le paradis. Mais quand Charlie croit avoir tout gagné, on apprend alors que Vaggie était une exterminatrice. Tout ce dont pourquoi Charlie se bat était en réalité représenté par sa copine. Après ce choc, Séra décide que l'hôtel de Charlie est une mauvaise idée et elles sont toutes les deux renvoyées en enfer. Cette situation a fortement touché Charlie qui est allé pleurer dans sa chambre et fut laissé seul, sauf pour Alastor qui voit une occasion en or. Il va donc la rejoindre pour la réconforter et lui proposer de lui dire comment tuer un ange et aussi de lui trouver une armée pour défendre l'hôtel. Tout ça en échange d'un pacte qui ne sera pas motivé par la violence. Charlie accepte alors son pacte. Avec l'information que les anges peuvent mourir par des armes angéliques, Charlie envoie Vaggie chercher des armes
armes, même si elle a un peu la haine sur elle, et Alastor l'emmène faire du recrutement au quartier cannibale, où on rencontre leur chef, Rosie, qui est une femme adorable, qui par la même occasion est une très bonne amie d'Alastor, qui rassura Charlie dans son couple, lui rappelant que Vaggie lui avait certes menti, mais c'était pour la protéger. Et hormis ça, Vaggie était toujours restée à ses côtés, malgré les difficultés. C'est donc grâce à cela qu'elle a pu pardonner son erreur. Elle arrive à convaincre le peuple cannibale de venir combattre pour défendre son hôtel. Au même moment, Vaggie convainc Carmilla de lui donner des armes angéliques pour combattre les anges. Et au début, elle ne voulait pas, mais après avoir expliqué à Vaggie qu'elle doit se battre pour défendre ses proches et non pour la vengeance, elle accepta de lui donner des armes. Et en rentrant à l'hôtel, Charlie revient avec une armée de cannibales et Vaggie revient avec des armes angéliques. Elles se réconcilient et à la veille du combat, ils se préparent tous pour leur combat de demain avec les exterminateurs et Adam. Tout le monde profite d'un dernier moment ensemble avant l'arrivée des anges. Même si Charlie est un peu stressée, elle parvient à se reprendre et à savourer ces instants aux côtés de ses amis. Pendant ce temps, les anges lancent l'assaut contre l'hôtel. Alastor installe alors un bouclier afin de les séparer et de diviser leurs forces. On dirait qu'ils ont mis en place un bouclier, chef. Oh, vraiment? J'avais pas remarqué qu'il y avait un truc qui bloquait le passage, connasse. Tu fais chier! Mais Adam parvient à briser cette protection et c'est à ce moment-là que les deux se retrouvent face à face. Alastor affiche une confiance totale, presque comme s'il était certain de l'emporter, alors que pourtant, il affronte un ange. Un détail qui prendra tout son sens plus tard. Un combat intense éclate entre les deux. Alastor prend l'avantage pendant un moment, mais Adam finit par briser son bâton et le blesser gravement. Qu'est-ce qui se passe? Merde! À cause de cette blessure, Alastor est contraint de se retirer de la bataille. Du côté de Charlie, les démons parviennent finalement à prendre le dessus sur les anges. Pentius tente même une attaque, mais celle-ci échoue malheureusement. Charlie se retrouve alors à combattre Adam sous sa forme démoniaque, mais ce n'est pas suffisant. Adam est bien trop puissant. Heureusement, quelqu'un intervient pour la sauver. Papa? Désolé si je suis à la bourre, ma puce. Le Seigneur des Enfers prouve toute l'étendue de sa puissance en dominant Adam et en détruisant totalement son armure. Car oui, il s'agissait bien d'une armure. Adam pète alors un câble. De son côté, l'hôte est elle aussi vaincue après avoir dû s'arracher le bras durant son combat contre Vaggie. En pleine crise de nerfs, Adam se fait poignarder dans le dos par Nifty. L'hôte est dévastée face à cette défaite. Elle ordonne la retraite et elle et ses troupes fuient le combat et retournent au paradis. Les enfers sont sauvés grâce à l'intervention de Charlie. Mais l'hôtel, lui, a été entièrement détruit. Alastor finit par revenir et tous ensemble, ils reconstruisent l'hôtel, le rendant plus grand, plus beau et surtout plus fidèle aux rêves de Charlie. Une fois l'hôtel reconstruit, deux informations majeures viennent conclure cette fin de saison. La première et la plus importante, c'est qu'en réalité, Pentius n'est pas mort. Il s'est retrouvé au paradis. Le plan de Charlie fonctionne. La rédemption est possible. Pentius est devenu un ange, ce qui choque même Sarah et Emily. La seconde révélation, c'est que l'hôte a demandé à Lilith de calmer sa fille. Si Lilith est teasée à la fin de la saison 1, c'est forcément qu'on va la voir dans la saison 2. C'est bien ça, c'est bien ça. Eh bien, la nouvelle arrivée de Sir Pentius au paradis fait vraiment beaucoup de bruit. Et ça se comprend, parce que c'est la première fois de l'histoire qu'un pêcheur a pu se racheter. Sarah dit à tout le monde de se calmer, et elle demande à Pentius comment il est arrivé ici. Emily explique que c'est grâce à la rédemption. Lutte, contrairement à Emily, est opposée à cette idée. Pour elle, c'est juste un pêcheur qui a réussi à s'échapper des enfers. Tous les pêcheurs méritent leur place en enfer. Et elle se fait interrompre par le fils d'Adam, nommé Abel, et qui dit que ce n'est pas le sujet. Luth fait remarquer par la même occasion que Adam n'avait jamais pu le saquer. Mais ça aussi, c'est pas important à la discussion. Pour régler le souci, l'oratrice de Dieu est introduite, et c'est certainement le plus proche de Dieu qu'on risque d'avoir dans la série. Elle arrive et rassure Pentius. Elle lui demande d'expliquer son passé pour savoir comment il est arrivé ici. C'est alors qu'il commence à parler de son passé quand il était encore humain. À une autre époque, il était inventeur à Londres. Il était un genre d'ermite qui ne sortait jamais de chez lui. Il n'avait aucun ami et il passait tout son temps à créer des inventions, ce qu'il adorait faire. Mais il aimait observer les gens qui l'entourent. Cela lui donnait une impression qu'il faisait partie de sa vie. Il était fasciné par ces moments de vie communs. Sauf qu'une nuit, il a vu un acte hors du commun. Il a vu une femme se faire meurtrier par un assassin en pleine rue. Il avait bien vu qui il était, sauf que par peur ou indifférence, il a décidé d'emporter sa culpabilité dans sa tombe. À cause de son silence, il a tué 5 autres femmes et n'a jamais été appréhendé. Et alors, on lui demande comment ça
ça se fait qu'il ait pu racheter son âme alors qu'il s'en veut encore de son péché. C'est alors qu'il explique le combat final de la saison 1 où ses amis étaient en danger et qu'il s'est sacrifié pour les sauver. C'était donc grâce à ça qu'il a pu expier ses péchés et purifier son âme. Tout le monde comprend donc enfin la raison de pourquoi il a pu arriver au paradis. Sauf pour Luth, qui est offusqué car il trouve que la façon dont il a été admis au paradis est injuste et qu'il mériterait de rester en enfer. L'oratrice conclut la réunion avec l'admission de Pentios au paradis. Sauf qu'encore une fois, Luth est contre cette décision car selon elle, l'enfer est en train de faire tout son possible pour gagner du pouvoir et préparer une révolte. Selon elle, la rédemption est impossible. Sauf que à force de s'obstiner, elle se fait remettre à sa place par Serah, qui lui dit qu'elle ne peut pas parler comme ça à ses supérieurs. La réunion se finit alors réellement et elle se conclut avec Pentios, qui est donc bien admis au paradis, et Luth, qui est ordonné de rester en retrait et de rappeler ses armées qu'elle avait préparées, ce qui fait que la demande qu'elle avait fait à Lilith durant la saison 1 a été annulée. De retour sur Pentios, on le voit avec Emily, qui lui explique comment marche le paradis et à quel point c'est bien d'y être. Sauf que Pentios, il déteste le paradis, il ne s'y plaît vraiment pas. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il n'a pas ses amis. Du coup, pour arranger ça, Emily fait apparaître ses neufs en lot de compensation, ce qui arrive à plus ou moins rassurer Pentios. Au même moment, Sarah est en train de parler avec l'oratrice. Elle parle de la culpabilité qu'elle ressent d'avoir ordonné l'extermination. Elle se rend compte qu'à cause d'elle, de nombreux pêcheurs qui auraient pu être sauvés ont été tués et elle a une impression d'avoir du sang sur les mains. L'oratrice lui dit qu'elle ne pourrait pas vraiment l'aider et que la seule solution possible, c'est la remise en question. Et toujours au même moment, Luth est vraiment en train de craquer car le paradis n'a pas l'air de se rendre compte de l'orage qui arrive. Elle a l'impression d'être la seule à se rendre compte de la gravité des événements et aussi, elle est vraiment affectée par la mort d'Adam à tel point qu'elle commence à craquer dans une ruelle. Et aussi, elle commence à voir le fantôme d'Adam. Et grâce à ce craquage, on a l'une des meilleures musiques de Hazbin Hotel. L'épisode se conclut avec Serah qui fait un dôme autour du paradis pour se protéger d'éventuelles attaques. Et avant la création de son dôme, Emily se dépêche de créer un portail pour aller prévenir Charlie des événements récents et de lui dire que la rédemption est réellement possible. Après que Charlie ait pu prouver que la rédemption était possible et la reconstruction de son hôtel, quasi tout le monde veut le rejoindre. Et c'est vraiment un succès. Plus les résidents l'interrogent, plus on se rend compte que c'est pas parce que Pentios a racheté son âme qu'ils sont là. La majorité sont là parce que c'est eux qui ont défendu l'extermination. Et du coup, ils veulent savoir comment on tue des anges. Ils voudraient au moins savoir qu'est-ce que va faire Charlie maintenant. Mais en gros, pour résumer, personne n'est là pour l'hôtel. Tout le monde est là pour se venger du paradis. Et donc, ça fait que beaucoup de monde s'en va. Et dans les personnes qui partent, car ils ne sont pas là pour la rédemption, il y en a qui sont recueillis par les Vises, qui arrivent à leur faire croire et à leur promettre une vie de succès et de célébrité. Mais qu'on se rend vite compte que si ça commence à mal tourner, que s'ils commencent à être un peu trop détestés, eh bien ils vont vite tourner le dos à la personne et la jeter comme si c'était une vieille merde. On se rend compte que Vox a un plan pour prendre le contrôle du paradis. Au début, Velvet et Valentino demandent à quoi ça leur servirait. Et finalement, après les avoir bien convaincus, eh bien tous les trois sont motivés à prendre le pouvoir au paradis. Au même moment, Charlie est un peu stressé pour l'avenir de l'hôtel et se demande si la rédemption est réellement possible. Nous, en tant que spectateurs, on sait la vérité. Mais pour Charlie, elle ne sait rien de tout ça. Pour elle, il est peut-être tout simplement mort. Elle suppose qu'il est au paradis jusqu'à ce moment. Je la fais courte, Pentios a expié ses péchés et il est monté aux cieux. Ouais! Mais t'inquiète pas, je repasserai te voir dès que je pourrai. Où elle a enfin la preuve de la rédemption. Après avoir eu la confirmation de la rédemption, Charlie est encore plus motivé à essayer de vendre son hôtel. Parce que maintenant, c'est pas juste une supposition, c'est carrément une affirmation. Elle sait que les pêcheurs peuvent se racheter et du coup, pour parler de la nouvelle, elle invite l'antagoniste principal de cette saison, c'est-à-dire Vox, à venir interviewer dans leur hôtel. Vaggie dit que ça serait mieux d'y réfléchir avant d'agir, mais Charlie ne l'écoute pas et l'invite quand même, sans prévenir personne. Au même moment, Cherry Bomb est en train d'interroger Baxter pour savoir quel genre d'homme était Pentios. Et du coup, évidemment, on sait que c'était un inventeur, sauf que c'est pas le seul inventeur en enfer. Il était partenaire avec Baxter et chacun avait sa technologie. Pentios c'était plus le steampunk et les machines à vapeur, alors que Baxter, lui, c'était plutôt les modifications génétiques et la biochimie. Et Baxter était vraiment beaucoup plus apprécié par les Overlords, à tel point que contrairement à Pentios, il a été pris chez les Vises. D'ailleurs, toujours maintenant, c'est l'un des employés de Voxtech, l'entreprise de vous savez qui. Par la suite, il a fini par ne plus lui parler, car il faisait des expériences beaucoup trop violentes sur ces créatures, ce que Pentios n'aimait vraiment pas. Après avoir appris un peu plus sur son passé, Cherry Bomb admet que Pentios lui manque, car sans lui, l'enfer, c'est un peu chiant. Et Sir Pentios pense de la même manière, alors que pourtant, lui, il est au paradis. Chacun voudrait voir l'autre, sauf que malheureusement, c'est impossible. De retour à l'hôtel,
Vox vient tout juste d'arriver avec Velvet et tous les deux sont là pour interroger Charlie. Tout le monde, hormis Charlie, sont offusqués de leur présence parce que c'est littéralement leurs plus grands ennemis. Mais Charlie n'y voit pas de mal car elle les avait fait venir pour leur avouer que la rédemption était possible. Il l'avait cru pendant un court instant, sauf qu'il demandait des preuves de si la rédemption était possible. Sauf que Charlie, hormis les dires de Emily, elle n'avait aucune preuve de ce qu'elle avançait. Donc pour prouver à Vox et Velvet que la rédemption était possible, elle avait besoin qu'Angel Dust se rachète et qu'il se rachète très vite. Sauf qu'à cause de ça, elle presse la rédemption de Angel. Mais ce genre de choses, ça peut pas s'accélérer, ça doit se faire avec le temps. Et du coup à cause de ça, Angel Dust était vraiment saoulé de Charlie. Et il commence à y avoir des tensions dans l'hôtel, qui s'enveniment avec Vox qui lui rappelle les traumas de Angel Dust, qui est qu'il avait sûrement un père abusif et que c'est un meurtrier. Car on apprend qu'Angel Dust avait tué son propre père. Mais au moins maintenant, on sait comment la rédemption est possible. La rédemption est possible si la personne rachète ses péchés. Mais bon, quelqu'un comme Angel Dust, ça va être compliqué. Après avoir foutu le bordel, Vox et Velvet s'en vont. Mais juste avant de partir, Vox pose une question. Il demande si quelqu'un comme lui pourrait se racheter. À votre avis, est-ce que... moi, je pourrais être racheté? J'ai la conviction que la rédemption est pour tout le monde. Les antagonistes retournent dans leur voiture et ils se foutent de la gueule de Charlie car ils trouvent toujours que son hôtel est ridicule. Durant la soirée, on apprend qu'ils ont réalisé un montage de l'hôtel, les montrant comme des personnes horribles et mal intentionnées. Dans cet épisode, on se rend bien compte que Charlie a une très mauvaise idée de les inviter dans son hôtel. Après le désastre causé par la venue des V's, Charlie décide d'aller à la chaîne de TV de Vox Tech pour dire que les accusations de Vox sont fausses et redorer l'image de l'hôtel. Sauf que la chaîne, elle appartient aux V's. Et ça, Charlie le sait, mais même si ça paraît débile comme idée, elle se dit que puisque c'est en direct, il n'y a aucun moyen qu'on puisse détourner ses propos. Et elle a aussi pris Nifty pour l'encourager, ce qui est pas très logique. Mais au moins, on a eu une chanson plutôt sympa, et en plus sa doubleuse, c'est ma doubleuse préférée de tous les temps. Durant le direct, la journaliste commence par se moquer d'elle, mais Charlie ne se laisse pas faire. Elle dit que Vox a menti, et Charlie se rend compte que c'était encore une fois une mauvaise idée, et que cela a encore plus aggravé l'image que les enfers avaient de elle et l'hôtel. Juste après ça, on voit que Alastor est toujours souffrant de la blessure que lui a causé Adam et que cela ne lui plaît vraiment pas. On voit aussi qu'il commence à être vraiment agacé de devoir séjourner à l'hôtel et après une énième dispute avec Lucifer, il en a marre et décide de quitter l'hôtel une bonne fois pour toutes. Il s'en va donc au quartier des cannibales pour aller voir Rosie. Il offre un thé mais annonce aussi qu'il quitte l'hôtel. Sauf que Rosie le reprend et lui dit qu'il n'a pas son mot à dire dans l'histoire. Car oui, la personne avec qui Alastor avait conclu un pacte, c'était Rosie. Et ce pacte avait comme but de faire de lui le pécheur le plus puissant des enfers. Mais là, il se plaint justement qu'il est blessé et qu'il n'a pas pu battre Adam. Sauf que Rosie lui dit qu'elle a fait de lui le numéro 1 des enfers, pas le numéro 1 de tous les temps, et que forcément, en s'attaquant à un archange, il ne faisait pas le poids. Cela rappelle à Rosie le passé d'Alastor. Elle raconte qu'Alastor était un véritable charmeur et gentleman, à tel point qu'il a réussi à être la star de sa propre émission de radio. Mais c'était pas pour autant un enfant de cœur. Il avait une cabane prévue pour ses rituels cannibales et sataniques. Et à force, il a réussi à émettre un appel avec un seigneur suprême, qui en l'occurrence était Rosie. Et Alastor, grâce à cet appel, propose un pacte, car il sait très bien à quoi un meurtrier comme lui doit s'attendre au moment de sa mort. Dans son pacte, il veut une place de choix en enfer. Il veut être le pécheur le plus puissant de tous les enfers. Et Rosie accepte, mais à une seule condition. Tant qu'elle n'est pas accomplie, il sera coincé dans ce marché. Les deux forment alors un pacte, et le lendemain de ce pacte, Alastor se fait tuer par un chasseur qu'il avait confondu avec un cerf. Pendant qu'Alastor est en train de ramener une de ses victimes à sa cabane, Rosie en rigole et lui rappelle de façon humiliante qu'il est coincé dans son pacte et qu'elle sera sa chef tant qu'elle en décidera ainsi. Alastor sort de chez elle un peu en colère et il réfléchit à un moyen de se sortir de tous ses problèmes et il a trouvé une solution pour ça. Et pour ça, il cherche volontairement Vox pour se battre avec. Il est donc en train de faire un 1v3 avec les V's, avec l'une des meilleures animations de la série. Et pendant ce combat, on voit les capacités de tous les V's. Et honnêtement, ils ont tous des pouvoirs vraiment sympas. Genre celui de Velvet qui contrôle les réseaux sociaux, il est vraiment cool. Nifty qui voit qu'Alastor a des problèmes, elle prend Husk avec elle pour se battre pour protéger Alastor. Chacun se bat avec les V's, mais Vox et son groupe ont légèrement le dessus. Ce qui fait qu'Alastor propose un marché avec Vox, qui est qu'il deviendra son prisonnier pour toujours à deux conditions, qui sont que Husk et Nifty puissent rentrer chez eux en sécurité. Et la deuxième est la plus importante, qui est de ne pas toucher à Charlie. Ce que Vox accepte tout de suite, parce que lui,
Charlie, il voit une opportunité en or avec ce marché. Et puis, c'est des conditions pas si compliquées à respecter. Après avoir pactisé avec Alastor, Vox le ramène dans son journal TV et dégage Charlie de celui-ci. Il passe un long moment à se vanter d'avoir battu Alastor et de à quel point il est devenu puissant. Après s'être moqué d'Alastor et d'avoir bien profité de sa victoire, il parle sérieusement avec lui et lui dit que ça fait 70 ans qu'il attend ça. Alastor lui rappelle à quel point il a besoin de l'attention et de l'aide des autres, en leur rappelant leur passé en enfer, où à l'époque, il le considérait comme un égal. Et Vox, lui, le voyait comme une source d'inspiration. Et il y a 70 ans, à un dîner, Vox appréciait sincèrement Alastor. Il était vraiment proche avec lui, à tel point qu'il lui a demandé pour s'associer. Alastor se moque ouvertement de lui, et Vox est vraiment déçu, car il pensait qu'ils étaient amis. Sauf que pour Alastor, il n'y a aucun ami en enfer, et cela a rendu fou de rage Vox. Et cette rage a duré pendant 70 ans, voire même plus, vu comment ça l'énerve toujours. Mais Vox, si au départ un peu offusqué, lui rappelle qu'il est son prisonnier, et que c'est lui qui est tenu en laisse. Et pendant qu'il sera prisonnier chez les Vise, lui prendra le pouvoir en enfer, et peut-être plus. Charlie essaye de contacter Emily, mais cela est en vain, car elle ne répond pas. Alors pour l'aider, Vaggie demande à Lucifer d'aller remettre Vox à sa place, parce que c'est le roi des enfers, donc il est en droit de lui faire ça. Sauf que Lucifer lui apprend qu'il ne peut blesser aucun pécheur, car cela est son châtiment. Il est condamné à rester en enfer pour toujours, coincé avec des pécheurs qu'il déteste sans jamais pouvoir leur faire du mal. Vaggie propose alors d'aller voir Vox pour lui faire peur. Il n'a aucune connaissance de la contrainte de Lucifer. Le roi des enfers décide de les aider pour faire plaisir à sa fille, mais aussi pour prouver qu'il est beaucoup plus utile qu'Alastor. Parlant d'Alastor, le fait que Vox a réussi à le battre et à faire de lui son prisonnier impressionne tout l'enfer, y compris les seigneurs suprêmes. Ce qui fait que maintenant, une grande majorité des enfers croient en la puissance de Vox. Et pour amplifier cette influence, il a préparé une parade et un grand spectacle pour convaincre les enfers de se rebeller contre le paradis. Le spectacle se passe bien et Vox arrive à manipuler les enfers. Sauf que c'est à ce moment-là qu'arrive Lucifer, qui est là pour effrayer Vox. Sauf qu'il ne se laisse pas faire et qu'il n'a pas peur du diable. Ce qui fait que Lucifer passe pour un idiot et il essaye de s'en prendre à Vox. Sauf que Vox sait qu'il est trop faible et que Vox se considère comme l'élite. Il ne souhaite que améliorer la vie en enfer et leur éviter une vie de souffrance et de peur. Et Vox lui dit qu'il n'a pas été banni. Ils lui ont coupé les ailes et ils l'ont enchaîné ici. Sauf que pour Vox, aucune chaîne ne l'entrave. Pendant que c'est un peu agité du côté de Vox et Lucifer, Emily rejoint finalement Charlie pour venir s'excuser de l'extermination avec des paquets cadeaux. Et Charlie supplie Emily d'aller prouver à Vox et aux autres habitants de l'enfer que Pentious est bien au paradis et que la rédemption est possible. Les anges arrivent au spectacle de Vox et ça se passe très mal parce que Vox se plaint en disant que c'est pas des paquets cadeaux qui vont leur faire oublier la mort de milliers de leurs frères. Et en soit, il a pas tout à fait tort. Vox déclare la guerre sainte aux anges avant même qu'ils aient le temps de s'exprimer. Les anges retournent alors chez eux, tandis qu'en enfer, Vox est en train de prendre le pouvoir et qu'il est devenu encore plus influent et puissant. Tout le monde est apeuré au paradis, tandis que Charlie a la haine sur son père et sa copine, car d'après elle, ils ont tout gâché et que c'est de leur faute si son plan a échoué. Alors oui, préparez-vous, parce que cette saison, Charlie, elle est juste insupportable. Juste après ça, Vox va voir Carmilla pour lui demander de construire une arme pour lui, et si même au début elle est réticente, elle finit par accepter, car Vox lui fait comprendre que la guerre avec le paradis va quand même arriver, qu'elle le veuille ou non. Donc le mieux à faire, c'est de l'aider et de protéger sa famille, car en échange de la construction de son arme, il la protégera. À l'hôtel, Charlie et Vaggie entendent la nouvelle, et elles vont donc confronter Carmilla, et lui demander pourquoi elle est du côté de Vox, car elle sait très bien que ce qu'il fait, c'est pour lui, c'est pas pour aider les enfers. La seule chose qu'il veut, c'est le pouvoir. Du coup, elle demande pourquoi elle fait ça, et Carmilla explique que même si elle n'est pas tout à fait d'accord avec lui, le paradis va quand même attaquer les enfers, donc elle ne choisit pas le côté qu'elle préfère, mais elle choisit le côté des gagnants, et que c'est pour ça qu'elle a décidé d'aider Vox, et qu'elle ne changera pas d'avis. Vox demande à Val s'il pourra emprunter Angel Dust, car il a besoin de lui pour la suite de son plan, et bien que Val refuse au début, Vox arrive à le convaincre, en lui disant qu'il va passer du temps avec lui, sauf qu'il se fait attraper par Velvet et Alastor, qui trouvent ça pathétique, et du coup à la place, Vox oblige Valentino à lui donner Angel Dust, en utilisant son œil droit, capable de manipuler n'importe quel pêcheur, sauf que sur Val, ça ne marche pas, mais vu qu'ils sont amis, il décide de l'aider. Bon, il ne cache pas non plus que ça lui fout le seum, et qu'il est un peu jaloux d'Alastor. Il a fini par céder, mais il est vraiment en colère contre lui. Pendant ce temps-là, Charlie et Vaggie sont en train de se réconcilier, tandis que Husk et Angel parlent encore une fois de leurs problèmes dans un casino. Juste après ça, Angel Dust part du casino pour une séance avec Val, sauf que Valentino lui dit que le programme a été changé et qu'il a été réservé pour toute la nuit. Alors Angel Dust rentre dans cette chambre d'hôtel et c'est là qu'il y voit Vox, et il est vraiment terrible
terrifié par lui. Vox essaye de l'hypnotiser, mais Angel Dust ne se laisse pas faire et lui dit qu'il a beau essayer autant qu'il voudra, cela ne marchera pas. Sauf qu'au fait, si, ça va marcher, parce que c'est pas la première fois qu'il lui avait fait ça. Ça fait depuis très longtemps qu'il lui fait ça. C'est comme ça qu'il a su que les anges allaient arriver et que Lucifer ne pouvait pas s'attaquer à lui. Et on suppose que cela a commencé depuis la fin du clip Poison, où on voit justement Vox parler à Valentino. Et grâce à cela, il a eu un espion dans l'hôtel et il a eu des informations précieuses. Et que c'est à cause d'Angel Dust. Si Vox est au courant de tout, après l'hypnose d'Angel, on passe sur Lucifer qui reçoit un appel de Charlie qui lui dit de la rejoindre à un endroit précis. Sauf que encore une fois, c'était Vox qui s'était fait passer pour elle. Lucifer arrive alors à l'endroit prévu qui se trouve être une usine désaffectée. Il se met sur une croix rouge, absolument pas suspect, et il se fait attraper et ne comprend pas ce qui se passe. Jusqu'au moment où Vox se révèle et qu'il avoue que c'était lui qui s'était fait passer pour Charlie. Lucifer est dégoûté de s'être fait avoir et il remarque aussi que Alastor est là. Vox lui explique qu'il va prendre le contrôle du paradis. Tout ça grâce à ses pouvoirs et que sa magie va être canalisée dans l'arme de Carmilla et que c'est lui la pièce clé qui va lui permettre de prendre contrôle du paradis. Lucifer lui dit que durant sa vie ça a été un raté et qu'en enfer c'est aussi un raté et que peu importe ce qu'il va entreprendre, cela va finir par échouer. Vox en rigole car il sait que son plan va marcher. À cause de cette phrase, on a un bout du passé de Vox et aussi la meilleure musique du personnage. Rome ne s'est pas faite en un jour. Qui commence avec lui, faisant la présentation de la météo pour une chaîne de TV, sauf qu'il n'était pas satisfait de son statut social. Et du coup, pour changer son statut, il décide d'élever son rang dans le milieu de la télé. Et pour ça, il va pas passer par 4 chemins. Pour y arriver, il va littéralement tuer le gars dont il voulait le poste, en allant de journaliste, de présentateur télé, voire même les cuistots prévus pour la chaîne. Au final, il obtient même un rendez-vous avec le directeur de la chaîne et lui propose de prendre sa place, ce qu'il refuse. Mais malheureusement, il risque de regretter sa décision parce que à cause de ça, Vincent décide de se débarrasser de lui, ce qui fait que c'est maintenant Vox, la tête de la chaîne, et il en a profité pour créer une sorte de culte du divertissement où il en est le chef. Il est vraiment obsédé par le pouvoir et il est au sommet de sa carrière. Sauf que c'est à ce moment-là qu'une télé lui tombe sur la tête et qu'il deviendra le pêcheur qu'on connaît en enfer. De retour en enfer, Vox nous rappelle qu'il deviendra le meilleur. Du côté de Charlie, tout le monde est stressé car à cause de la manipulation de Vox, Angel Dust a dit que l'hôtel était un échec et qu'il était totalement inutile. Juste après la prise de parole de Angel Dust, Vox prend le micro et décide de montrer à toute la création la puissance de son arme. Pour ce faire, il décide de tirer un seul tir sur le paradis, ce qui détruit totalement leur défense. Il arrive même à abîmer leurs portes, ce qui fait que ça soit au paradis ou dans l'hôtel, tout le monde est absolument terrifié. Sauf évidemment Vox et ses partisans. Au paradis, Serra ne sait plus quoi faire, car pour l'autre, il faudra aller tout de suite en enfer pour se débarrasser de tous les pêcheurs au plus vite, pour éviter justement cette dite révolution. Et Emily, elle voudrait résoudre ça de manière pacifique et aller aider Charlie à son hôtel. Serra s'isole pour réfléchir, et c'est là que Pentius arrive et la rassure. Il a un peu du mal à la rassurer, parce que ça reste quand même une séraphime, et elle a des responsabilités très importantes, mais il arrive quand même à lui ouvrir les yeux, et à lui faire comprendre qu'il ne faut pas être dirigé par la peur. Vox et Velvet se disputent, parce qu'il est tellement obsédé par son objectif, qu'il commence un peu à l'oublier, elle et Val. Et ça finit par Vox lui disant que tout ce qu'elle a à faire pour l'instant, c'est préparer la fête qui aura lieu aujourd'hui, pour préparer leur venue au paradis. Après que Velvet raccroche, Alastor rage-bait Vox pour qu'il invite Charlie à sa petite soirée. Et ça marche. Tout ça pour essayer de la convaincre. Sauf qu'en faisant cela, Alastor avait un plan derrière la tête. De retour au paradis, Serra dit aux exterminateurs de se préparer, mais que cela doit être en dernière solution, et qu'ils ne pourront sortir que si absolument tous les plans échouent. Elle envoie donc Emily en enfer pour aller aider Charlie et trouver une solution pacifique à ce problème. Et pour ça, ils ont un plan qui va consister à prouver la rédemption. Pour ce faire, Baxter va créer une liaison entre les réseaux de Vox et du paradis. Car oui, pour rappel, il travaille chez Voxtech, donc il a accès à tous les réseaux de sécurité. Il aura juste besoin que de l'autre côté, Pentius fasse lui aussi un communicateur pour rejoindre les deux bouts. L'épisode se conclut avec tout le monde se préparant pour la bataille finale. Vaggie et Charlie rappellent leur plan, qui consiste à ce que Charlie et Vaggie s'infiltrent à la fête de Vox en tant qu'invités, pendant que Baxter, Nifty, Husk et Sherry s'infiltrent dans leur bureau. Une fois à l'intérieur,
l'extérieur, Husky et Cherry vont retrouver Angel et le ramener à l'hôtel, tout en le sortant de son hypnose, tandis que Baxter et Nifty, eux, sont occupés à désactiver les systèmes de sécurité et pirater la source du signal de Vox pour pouvoir émettre un appel en vidéoconférence avec le paradis. Vous vous demandez à quoi sert Nifty? Eh bien, elle sert à protéger Baxter. Leur plan maintenant expliqué, ils vont tous à la fête pour le mettre en application. Donc Charlie et Vaggie arrivent à la fête de Vox qui va bientôt prendre le contrôle du paradis. Il accueille Charlie et se moque de elle et de son hôtel. Jusqu'à là, rien de nouveau. Pendant que Charlie l'occupe, Vaggie tente de détruire la machine, tandis que le reste du groupe est en train de réaliser le plan comme prévu. Sauf qu'ils avaient oublié quelque chose, ou du moins quelqu'un, l'animal de compagnie de Vox, qui est un requin géant nommé Shockwave, qui les avait repérés depuis son aquarium. Et chacun de leur côté, le plan se passe comme prévu. Husky et Cherry vont chercher Angel, et Baxter et Nifty hackent le système de sécurité. Et à la seconde où ils s'introduisent dans le système, ils sont repérés par Vox, qui appelle Val et Velvet pour s'occuper d'eux. Sauf que malheureusement pour lui, ils ne sont plus là, vu que à force de se prendre pour Dieu et à être égocentriques, ils sont partis de la soirée. Ce qui fait que Charlie et Baxter arrivent à hacker le système, et leur plan se réalise comme prévu. Donc Charlie annonce la rédemption de Pentius, et la connexion ne marche pas. On découvre que leur plan s'était pas passé comme prévu, parce que pour rappel, Shockwave avait prévenu de leur intrusion. Donc Velvet était allé s'occuper de Baxter, et Valentino de récupérer Angel Dust. Surtout qu'en plus, même si Charlie était convaincant, tous les invités présents à la fête étaient soumis au contrôle mental de Vox. Il a enfin pris le pouvoir, et il demande à Charlie d'avouer que c'est lui le pêcheur le plus puissant des enfers, ce qu'elle refuse au début, mais qui sera forcé à cause du pacte avec Alastor. Car oui, Alastor a décidé d'utiliser sa faveur à ce moment-là, en disant que Vox est le pêcheur le plus puissant des enfers. Le pacte de Rosie avec Alastor a donc été brisé, et il n'est plus sous son contrôle. Vox a maintenant atteint l'apogée de sa puissance, et il est réellement le pêcheur le plus puissant des enfers. Il remercie Charlie, car sans elle, il n'aurait jamais pu y arriver. Sauf qu'en faisant cela, il touche ses épaules, lui permettant ainsi de se libérer de son second pacte. Vox dit que c'est impossible, qu'il n'a pas pu rompre le contrat, car il n'a pas fait de mal à la princesse. Sauf qu'en réalité, il n'a jamais été stipulé de ne pas la blesser, mais simplement de ne pas la toucher. Cela était une tournure de phrase volontairement vague, et Alastor savait que Vox avait la fâcheuse habitude de prendre les gens par les épaules, et on pourrait se dire qu'il a eu un coup de bol, il le fait vraiment beaucoup trop. Grâce à cela, des combats s'engagent de tous les côtés, et chacun a son adversaire. Husky et Cherry finissent par battre Valentino et à sauver Angel de l'hypnose. Nifty parvient à se débarrasser de Velvet, et même Alastor avait le dessus sur Vox, sauf qu'il avait un atout dans sa poche, et il décide d'appeler Shockwave à la rescousse. Et Shockwave, contrairement à lui, domine Alastor, ce qui est ridicule. Et là vous allez me dire que Shockwave est plus puissant que les deux pêcheurs les plus forts des enfers? Pendant que Shockwave est en train de se battre avec Alastor, Vox pète un câble et décide d'utiliser le laser qui devait détruire le paradis pour tirer sur Alastor. Sauf que forcément, il ne le touche pas du premier coup, et il est en train de détruire une bonne partie des enfers avec ses habitants. Heureusement, Charlie et Millie sont là pour sauver tout le monde, et à cause de ce moment de folie de la part de Vox, Carmilla coupe les câbles de son arme avec l'aide de Vaggie. Sauf que Vox voulait en finir une bonne fois pour toutes et décide d'utiliser tous ses pouvoirs en recréant des câbles pour faire fonctionner la machine à nouveau, tirant sur Alastor qui fut sauvé in extremis par Emily. Mais malheureusement, à cause de ça, elle a perdu une de ses ailes, ce qui fait que Serra, bien que stressée, demande à Lot et à Abel d'aller la chercher pour qu'elle soit saine et sauve au paradis, tandis que Pentius se dépêche de finaliser la connexion avec les enfers. Alastor tombe là où avait lieu la célébration, et Vox lui pointe son canon et s'apprête à tirer, sauf que Carmilla lui dit d'arrêter ça, car il ferait exploser la machine et détruirait un pentagramme en entier, sauf qu'il a atteint un point de non-retour et qu'il en a plus rien à foutre. Il emmerde le paradis, il emmerde les enfers, et il emmerde tout le monde. Donc je peux effacer ce putain de petit sourire suffisant du visage d'Alastor? Ils s'en branlent de ce qui peut arriver. Velvet et Val s'en prennent à Vox, prétextant qu'ils ne vont pas mourir à cause de ses problèmes avec Alastor. Sauf que Vox le repousse, disant que c'est son moment de gloire, et que c'est son destin, que c'est un dieu. À cause de ses paroles, Val lui arrache la tête, le rendant inoffensif. Il tente de s'envoler avec eux, mais il est coincé à cause de ses ailes qui ont été brûlées. La machine va bientôt exploser, mais dans un dernier espoir, Emily tente d'arrêter l'explosion en chantant
chantant justement une chanson avec Charlie sur l'espoir, ce qui arrive à réunir tous les seigneurs suprêmes pour aider à empêcher l'explosion, certains par compassion et d'autres pour des raisons plus personnelles. Pendant qu'ils empêchent l'explosion, l'autre arrive pour s'en prendre à eux, mais Abel la remet à sa place car ils ne sont pas venus pour ça et que Emily n'a plus besoin de leur aide. Bon, j'avoue qu'au début il a un peu hésité, mais dans l'urgence de la situation, il n'a pas eu le choix. L'Enfer s'est donc uni pour se débarrasser de la machine et sauver le royaume. Même Alastor était là pour les aider. Après une discussion avec Rosie, tous les habitants de l'Enfer décident de ne pas en reparler et tout le monde est sauvé, sauf pour Angel qui, malgré qu'il ne soit plus hypnotisé, décide de retourner avec Val car selon lui, il n'apporte que du malheur à l'hôtel et qu'il n'a plus sa place. Quelques mois plus tard, on voit qu'Alastor a trouvé un intérêt pour Lucifer dans l'hôtel et que l'hôtel n'a jamais connu un tel succès. La saison se conclut avec Lilith, la mère de Charlie, qui lui passe un coup de fil. Et ça, c'était l'histoire de Has Been Hotel. Et on se retrouve pour la saison 3.